Et si en réalité, la nature n'existait pas? On en parle tout de suite. Imaginez une femme qui entre dans son jardin, quelque part au cœur de la forêt amazonienne, vers la frontière entre l'Équateur et le Pérou, chez les Achuar. Cette femme, elle s'appelle Chumpia. Et comme chaque jour, elle prend soin de ses plants de manioc. Elle vérifie leur croissance, elle désherbe, elle récolte. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais Chumpia leur parle aussi. Elle chante pour les plantes. Dans la façon Achuar de concevoir le monde, le manioc n'est pas une matière végétale complètement passive. Il fait partie d'un réseau de relations. Il peut être nourricier, mais aussi dangereux. Il faut savoir le cultiver, bien sûr, mais il faut aussi savoir se comporter avec lui. C'est pour cela que les femmes cultivent les plantes de leur jardin en leur parlant comme à des enfants. De même, les hommes s'adressent au gibier de la forêt comme à des beaux-frères avec qui ils négocient. D'ailleurs, Chumpia ne se dit probablement pas « Je suis en train de communiquer avec la nature », car les Achuar n'ont aucun mot pour dire « nature ». Pour eux, comme pour beaucoup de sociétés traditionnelles, la nature n'existe pas. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand on dit qu'il existe des sociétés pour lesquelles la nature n'existe pas, ça ne veut évidemment pas dire que les arbres, les animaux, les rivières ou les montagnes n'existent pas pour elles. Cela ne veut pas dire non plus qu'elles ne savent pas distinguer un homme d'un jaguar ou un plant de manioc d'un palmier. Au contraire, ces sociétés possèdent souvent une connaissance extrêmement précise de leur environnement. En revanche, ce qui n'existe pas forcément, c'est notre concept de nature. Comme si la nature était une catégorie, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait d'un côté les humains, la société, la culture, les villes, les techniques, et de l'autre tout le reste, les animaux, les plantes, les paysages, regroupés dans un grand ensemble extérieur à nous. Pour nous, cette séparation paraît tellement évidente qu'on a du mal à comprendre qu'elle puisse ne pas l'être. On dit qu'on va se promener dans la nature, qu'on a besoin de retourner à la nature, qu'il faut protéger la nature. On construit même des logements proches de la nature, comme si certains logements étaient placés à proximité du monde vivant et d'autres en dehors. Mais cette façon de découper le monde en deux n'est pas universelle. C'est ce que l'anthropologue Philippe Descola a commencé à comprendre dans les années 70 lorsqu'il a vécu chez les Achuar. Il s'attendait, comme beaucoup d'anthropologues occidentaux, à étudier la manière dont une société humaine s'adaptait à un environnement naturel. Puis il s'est rendu compte que cette formulation même posait déjà problème. Pour les Achuar, les animaux et les plantes n'étaient pas simplement les éléments d'un environnement extérieur. Ils pouvaient être des partenaires, des parents, des adversaires, parfois même des interlocuteurs. La forêt n'était pas un décor autour de la société, elle faisait partie intégrante du monde social. Autrement dit, Descola était arrivé avec deux cases, nature et culture, et il découvrait une société qui ne rangeait pas les êtres dans ces deux cases. Avant d'aller plus loin, faisons un détour par la préhistoire. Pas pour affirmer que les humains du Paléolithique pensaient exactement comme les Achuar. Ce serait impossible à démontrer car, comme vous le savez, ces ancêtres lointains ne nous ont laissé aucun traité de philosophie. Mais nous pouvons nous demander dans quel type de monde ils vivaient, comment ils se le représentaient. Pendant l'immense majorité de l'histoire du genre Homo, les humains ont vécu de chasse, de pêche, de cueillette et de collecte. Si l'on regarde plusieurs millions d'années d'évolution humaine, l'agriculture et les villes arrivent tout à la fin. Pendant bien plus de 95% de cette histoire, et autour de 99% si l'on considère le genre Homo dans son ensemble, les humains ont vécu
au contact direct d'autres espèces et de milieux qu'ils devaient comprendre pour survivre. Les animaux n'étaient pas une rubrique dans un documentaire, ils étaient des proies, des prédateurs, des concurrents, des guides et des voisins. Pour suivre un animal, il ne suffit pas de voir ses traces, il faut essayer de comprendre ce qu'il a fait. Pourquoi s'est-il arrêté ici ? Pourquoi a-t-il changé de direction ? A-t-il senti quelque chose ? Cherche-t-il de l'eau ? Va-t-il revenir sur ses pas ? Le chasseur doit donc entrer, au moins partiellement, dans le point de vue de l'animal. L'anthropologue Charles Stepanov parle à ce sujet de l'être humain comme d'un prédateur empathique. La formule peut sembler contradictoire, mais elle est très juste. Pour poursuivre et tuer un animal pour s'en nourrir, il faut souvent s'intéresser profondément à lui, connaître ses habitudes, anticiper ses décisions et même, quelque part, l'admirer. L'empathie n'empêche pas nécessairement la prédation. Elle peut en être l'une des conditions. Cela ne signifie pas que les chasseurs paléolithiques voyaient les animaux comme des humains déguisés. Cela signifie que les relations entre humains et animaux étaient probablement beaucoup plus présentes et plus complexes qu'elles ne le sont pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Et on en trouve peut-être une trace dans certaines images préhistoriques. Il y a environ 40 000 ans, l'un des tout premiers Homo sapiens installés en Europe, c'est en tout cas l'hypothèse la plus probable, a sculpté dans une défense de mammouth une créature debout à la fois humaine et féline. C'est le célèbre homme-lion découvert dans la grotte de Hollensteinstadel en Allemagne. Nous ignorons ce qu'il représentait, un esprit, un ancêtre, une métamorphose, un personnage de récit. Nous ne pouvons pas le savoir, mais l'une des plus anciennes sculptures figuratives connues n'est ni tout à fait un humain, ni tout à fait un animal. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble cette statuette, j'ai posté sa photo sur le compte Instagram Néo Chasseur Cueilleur. À la grotte Chauvet, les artistes ont accordé une place majeure aux lions, aux rhinocéros, aux mammouths et aux ours, alors que plusieurs de ces animaux étaient rarement chassés. Ils ne dessinaient donc pas sur les murs le menu de la semaine. Le préhistorien et mythologue Jean-Loïc Lequelec va même plus loin. Selon lui, les images des grottes pourraient être liées à un mythe d'origine dans lequel les premiers êtres, humains et animaux, auraient émergé d'un monde souterrain. Peindre des animaux sur les parois aurait alors été une manière de raconter ou de rejouer rituellement leur apparition dans le monde. Ce n'est qu'une hypothèse et nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce que pensaient les artistes de la grotte Chauvet, mais elle nous rappelle une chose, ces animaux n'étaient sans doute pas seulement des ressources ou des éléments du paysage. Ils occupaient une place centrale dans la manière dont ces humains se racontaient le monde et peut-être même son origine. C'est ici qu'on peut revenir à Descola. Pour comparer les différentes manières de concevoir les humains et les autres êtres, Descola propose 4 grands modèles qu'il décrit comme 4 ontologies. Le mot ontologie vient de la philosophie, mais derrière ce terme un peu impressionnant, l'idée est assez simple. Une ontologie, ici, c'est une manière de classer les êtres qui composent le monde, de décider ce qu'ils ont en commun, ce qui les différencie et quelles relations ils peuvent entretenir. Descola construit ces 4 modèles à partir de 2 questions. Première question, est-ce que les autres êtres ont une intériorité comparable à la nôtre ? Par intériorité, il faut entendre une conscience, des intentions, des émotions, une âme ou un point de vue. Deuxième question, est-ce que leur corps, leur matière et leur manière d'exister physiquement sont comparables aux nôtres ? Selon qu'on répond oui ou non à chacune de ces questions, on obtient 4 grandes manières de concevoir le monde. L'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme. Et une fois qu'on a dit ça, il faut quand même un peu expliquer concrètement ce que chacune de ces conceptions du monde veut dire. La première ontologie, la première façon de voir le monde, c'est l'animisme. Dans l'animisme, les corps sont différents, mais les intériorités peuvent être semblables. Un jaguar a un corps de jaguar, un humain a un corps humain, une plante a un corps végétal, mais derrière ces différences, chacun peut être considéré comme un sujet avec des intentions, un point de vue,
et parfois une vie sociale. Chez plusieurs peuples amazoniens, par exemple, un jaguar peut être perçu comme un être qui, selon son point de vue, vit dans une société et se comporte comme une personne. Là où nous voyons du sang, il peut, dans les récits, voir une boisson. Là où nous voyons une proie, il peut voir un partenaire social. Son essence de jaguar lui fait voir le monde autrement. Aujourd'hui, les conceptions animistes du monde sont devenues minoritaires à l'échelle globale, mais elles n'ont pas disparu. On les retrouve encore sous des formes très différentes en Amazonie chez les Achuar, mais aussi en Sibérie chez les Yukagir ou certains groupes Evenks, ainsi qu'en Arctique dans plusieurs sociétés inuites et Yupik. On en retrouve aussi des traces au Japon, notamment chez les Aïnous et dans le Shinto. Certains animaux, arbres, montagnes ou cours d'eau peuvent y être associés à des kamui ou à des kami, des puissances ou des présences spirituelles qui ne correspondent pas exactement à nos dieux occidentaux. Pour rendre cette vision plus concrète, pensez à l'anime Princesse Mononoke. La forêt n'y est pas un simple décor, les loups, les sangliers et le dieu cerf sont de véritables sujets, avec leurs intentions et leurs propres intérêts. Les humains doivent donc composer avec eux et non simplement agir sur une nature passive. Évidemment, le réalisateur Hayao Miyazaki ne propose pas un cours d'anthropologie, mais son film permet de ressentir ce que peut être un univers animiste, un monde dans lequel les humains vivent parmi d'autres sujets. La deuxième ontologie, c'est le naturalisme, et c'est surtout la vision occidentale moderne. Dans le naturalisme, nous considérons que les humains et les autres animaux sont faits de la même matière. Nous avons des cellules, des organes, des gènes. Nous sommes soumis aux mêmes lois physiques et biologiques. Mais nous avons longtemps considéré que les humains étaient les seuls à posséder une véritable culture, une morale, une conscience complète ou un langage digne de ce nom. Pourtant, sur l'île japonaise de Kojima, une femelle macaque s'est mise, dans les années 50, à laver dans l'eau les patates douces couvertes de sable que lui donnaient les chercheurs. Le comportement s'est ensuite progressivement diffusé parmi les autres membres du groupe. Certaines populations d'orques transmettent également leurs propres techniques de chasse. Ici, elles échouent volontairement sur une plage pour capturer des otaries. Ailleurs, elles coopèrent pour créer une vague capable de faire tomber un phoque réfugié sur un bloc de glace. Et en Grande-Bretagne, des mésanges ont appris à percer les capsules en aluminium des bouteilles de lait laissées devant les maisons pour boire la crème qui flottait à la surface. Là encore, le comportement s'est répandu d'un oiseau à l'autre. Évidemment, ça ne signifie pas que leurs cultures sont identiques aux nôtres, mais cela suffit à rendre la frontière beaucoup moins nette, et malgré tout, nous continuons généralement à placer l'humanité dans une catégorie à part. Et cette différence a des conséquences très concrètes. La morale et le droit sont des constructions humaines, des fictions conçues pour organiser nos sociétés et attribuer des responsabilités. On ne peut donc pas attendre d'un sanglier qu'il respecte une propriété privée, ni d'un parasite qu'il reconnaisse le droit à la vie de l'arbre qu'il détruit. Il faut bien comprendre que la nature n'est pas immorale, elle est amorale. Immoral signifie qu'on connaît une règle morale et qu'on la transgresse. Amoral signifie qu'on se situe simplement en dehors de ces catégories. Cela pose d'ailleurs une question passionnante. Les animaux, les arbres ou les rivières ont-ils réellement des droits ou sont-ils simplement protégés par des devoirs que les humains s'imposent entre eux ? Je garde cette question de côté parce qu'elle mérite vraiment un épisode entier. En prenant son essor principalement en Europe autour des XVIIe et XVIIIe siècles, le naturalisme a pu renforcer notre tendance à considérer les animaux, les plantes et les milieux comme des réalités extérieures à nous que l'on peut observer, administrer, voire des ressources que l'on peut exploiter. Mais c'est aussi cette manière de regarder le monde qui a rendu possible des avancées immenses en médecine, en biologie et dans la connaissance scientifique du vivant. Pour résumer, le naturalisme considère que les humains et les autres êtres vivants appartiennent au même monde physique et biologique, mais il réserve encore largement aux humains une vie intérieure
pleinement comparables à la nôtre, la conscience, la culture, la morale ou le langage. La troisième manière de concevoir le monde, c'est le totémisme. Ici, certains humains et certains non-humains sont considérés comme partageant à la fois des propriétés physiques et des propriétés intérieures. C'est notamment le cas dans plusieurs sociétés aborigènes d'Australie. Un groupe humain peut être lié à un animal, une plante, un lieu ou un phénomène par une origine commune. Par exemple, un clan associé au kangourou ne dit donc pas simplement « le kangourou est notre mascotte ». Non, le kangourou, certains humains, certains lieux et certains récits appartiennent dans cette vision du monde à une même continuité. Cette appartenance peut organiser les alliances, les mariages, les responsabilités rituelles ou certains interdits. Dans certains groupes, on évitera de tuer ou de consommer l'animal auquel on est lié, puisque cet animal partage avec les membres du clan une même origine et appartient en quelque sorte à leur parenté. Le manger pourrait donc être vécu comme une forme de cannibalisme. Mais dans d'autres, les membres du clan auront surtout la responsabilité d'accomplir des rites destinés à assurer sa présence, sa reproduction ou son abondance. Enfin, la quatrième manière de concevoir le monde, c'est l'analogisme. Dans l'analogisme, le monde est composé d'une multitude d'êtres très différents les uns des autres, par leur corps comme par leur intériorité. Et comme tout paraît fragmenté, on cherche à créer des liens par des correspondances. On relie par exemple une partie du corps à une planète, une couleur à un élément, un animal à un caractère ou encore une maladie à un déséquilibre cosmique. Une noix ressemble à un cerveau, on en déduit qu'elle pourrait lui être bénéfique. Les cheveux coupés à la pleine lune repousseraient aussi bien mieux. On retrouve ce type de pensée analogique dans différentes traditions anciennes, notamment en Chine, en Amérique centrale, mais aussi dans l'Europe de la Renaissance. L'analogisme n'a d'ailleurs pas totalement disparu. Autrefois, on le trouvait dans les sciences médiévales, avec les humeurs, les saignées, l'alchimie et autres, et on le retrouve aujourd'hui encore dans l'astrologie, dans l'idée homéopathique que le semblable soigne le semblable, ou encore dans certaines pratiques biodynamiques, comme par exemple pour certaines cultures du vin, qui relient la croissance des plantes au cycle de la Lune et des planètes. Autrement dit, même dans notre société baignée de naturalisme, de science et de recherche en laboratoire, certains continuent parfois à chercher des correspondances cachées entre des choses très différentes. Si je résume très simplement, l'animisme dit que nous avons des corps différents, mais que beaucoup d'êtres possèdent une intériorité. Le naturalisme dit que nous partageons la même matière, mais pas forcément la même intériorité. Le totémisme rassemble certains humains et certains non-humains dans une même continuité physique et morale, et l'analogisme voit partout des différences qu'il faut relier par des correspondances. Mais attention, ces 4 modèles ne sont pas 4 boîtes parfaitement fermées, parfaitement hermétiques les unes avec les autres. Une même société peut mêler plusieurs logiques, et un occidental peut parler à son chien comme à une personne, lire son horoscope et, 5 minutes plus tard, proposer à ses enfants d'aller se promener dans la nature. L'intérêt de la classification de Descola n'est pas de coller une étiquette sur chaque peuple, c'est de nous montrer que notre façon de penser n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Et quand on regarde les sociétés étudiées par Descola ou Stepanov, cette différence devient très concrète. Chez les Achuar, la femme qui cultive son jardin traite certaines plantes comme des enfants dont elle doit prendre soin. Le chasseur, lui, ne part pas simplement prélever une quantité de protéines dans un stock naturel. La chasse peut être pensée comme une relation avec les animaux ou avec les êtres qui en ont la garde. Et ça n'empêche pas de tuer. C'est important de le dire parce que notre esprit moderne oppose souvent 2 attitudes. Soit on respecte un animal et donc on refuse de le tuer, soit on le tue et cela prouverait qu'on ne le respecte pas. Or, pour beaucoup de sociétés de chasseurs, cette opposition n'a pas de sens. On peut reconnaître qu'un animal est un sujet, lui attribuer une forme d'intériorité, et néanmoins le chasser pour se nourrir. Reconnaître que le cochon, le chien ou le renard possèdent des capacités sensorielles, des émotions et des comportements complexes ne conduit pas automatiquement
au véganisme par exemple. L'être humain est un animal omnivore et la chasse a fait partie de son mode de vie pendant la quasi-totalité de son histoire évolutive. Le fait qu'un animal soit sensible devrait nous conduire à éviter de lui infliger des souffrances inutiles, mais cela ne signifie pas non plus que toute mise à mort ou toute consommation de viande serait moralement interdite. Car je le rappelle, la prédation, en tant que comportement naturel, n'est ni morale ni immorale, elle est amorale. Le sujet ici n'est donc pas de savoir s'il faudrait cesser de manger des animaux, il est de comprendre comment la relation que nous entretenons avec une espèce transforme la manière dont nous la regardons, tantôt comme un sujet, tantôt comme une ressource, un voisin ou un adversaire. Le chien entre dans notre maison, il reçoit un nom, nous apprenons à lire son humeur. Le cochon, lui, disparaît souvent derrière le mot jambon ou bacon. Le renard peut être un magnifique animal sauvage lorsqu'il traverse une clairière, puis devenir un nuisible dès qu'il s'approche d'un poulailler, d'où le terme ésode pour espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune différence légitime entre ces relations. Un animal domestique, une proie, un prédateur et un animal d'élevage n'occupent pas la même place dans notre vie. Mais il est utile de voir que nos catégories morales dépendent beaucoup du type de relation que nous entretenons avec eux. Stepanov le montre très bien dans ses travaux sur les éleveurs de rennes de Sibérie. Le renne domestique n'y est pas complètement domestiqué au sens où nous l'entendons. Il passe une grande partie de son temps libre, il se déplace, il choisit ses pâturages et peut toujours s'éloigner. Les éleveurs doivent donc maintenir une relation qui donne au troupeau une raison de revenir. Ils utilisent notamment le sel et même l'urine humaine que les rennes recherchent pour ces minéraux. Ils connaissent aussi les habitudes et parfois les tempéraments individuels de chacun des animaux. Le paradoxe, c'est qu'ils ne peuvent conserver leur renne qu'en leur laissant une part importante de liberté. Ils domestiquent donc un animal qu'ils doivent continuer à maintenir sauvage, au moins en partie. On est loin de l'image d'un humain tout-puissant qui impose simplement sa volonté sur une matière animale passive. L'éleveur agit, mais le renne aussi. Il coopère, résiste, s'éloigne, revient. La relation doit être entretenue. Et c'est peut-être cela que notre mot « nature » nous fait parfois oublier. Le monde autour de nous n'est pas seulement un décor dans lequel nous agissons, il est rempli d'autres êtres qui agissent aussi. Notre vision moderne a pourtant eu des avantages considérables. En traitant les phénomènes naturels comme des objets que l'on pouvait mesurer, comparer et analyser, nous avons développé la physique, la médecine, la biologie et l'écologie scientifique. Il ne s'agit donc pas de jeter la pensée occidentale à la poubelle, ni de remplacer la science par des croyances. Mais cette séparation a aussi créé un paradoxe. La science nous apprend que nous sommes des primates, que notre corps dépend de bactéries, que notre sommeil est influencé par la lumière et que nous partageons une histoire évolutive commune avec tous les autres êtres vivants. Les séquences comparables de notre ADN sont ainsi identiques à peu près à 99% à celles du chimpanzé. Les régions qui codent nos protéines sont en moyenne identiques à environ 85% à celles de la souris. Et, plus surprenant encore, près de 60% de nos gènes possèdent un équivalent identifiable chez le bananier. Ça ne signifie évidemment pas que nous sommes des bananes à 60%. Ces comparaisons ne mesurent d'ailleurs pas toutes exactement la même chose. Mais elles montrent que l'évolution ne crée pas chaque espèce à partir de rien. Elle transforme et réorganise un très ancien patrimoine commun. Et malgré cela, nous continuons souvent à parler comme si nous vivions en dehors de la nature. Nous allons dans la nature le week-end. Nous achetons des produits naturels, puis nous rentrons dans nos villes comme si nous avions quitté le monde vivant en passant par la porte de notre immeuble, comme si le béton, le verre, les réseaux électriques et les supermarchés appartenaient à un univers différent. Pourtant, une ville n'est pas en dehors du vivant. Elle est construite avec des matériaux extraits du sol, elle abrite des humains, des bactéries, des arbres, des pigeons, des rats et des insectes. Elle consomme de l'eau,
de l'énergie et de la nourriture produite ailleurs le plus souvent. Elle est un milieu extrêmement transformé, mais elle n'est pas hors nature. Et nous non plus. Alors, que faire de cette idée ? Eh bien certainement pas décider de copier les Atchoirs ou les éleveurs de rennes sibériens. Leurs croyances et leur manière d'habiter le monde sont liées à leur histoire, à leur territoire et à leurs propres besoins. En revanche, ils peuvent nous aider à poser de meilleures questions. La première invitation serait de nous méfier des mots trop vastes. Quand je dis « la nature », de quoi est-ce que je parle exactement ? D'une forêt ? D'une montagne, d'un littoral, d'une espèce, d'un ensemble des êtres vivants ? Ou est-ce que j'utilise un seul mot pour désigner tout ce qui n'est pas humain ? Parfois, remplacer le mot « nature » par un terme plus précis change déjà notre manière de regarder. Je ne vais pas dans la nature, je vais dans cette forêt. Et cette forêt n'est pas une abstraction verte. Elle possède un sol particulier, des arbres d'âge différents, des traces d'exploitation humaine, pourquoi pas, des animaux, des saisons et une histoire. On peut d'ailleurs visiter 20 paysages magnifiques sans vraiment en connaître aucun. A l'inverse, on peut revenir chaque semaine dans un petit bois sans prestige et finir par remarquer le retour de certains oiseaux, l'apparition des bourgeons, l'endroit où passent les chevreuils ou celui où poussent les premières baies. À force, le lieu cesse d'être un simple décor. On commence à faire connaissance avec lui. La deuxième invitation serait un appel à la méfiance. Il faudrait nous méfier de tout ce qui cherche à nous faire croire que nous pouvons vivre en dehors du vivant. De tout ce qui transforme les animaux en machines, les plantes en simple matière, les sols en support inerte et les paysages en réserve de ressources disponibles. Mais aussi de tout ce qui prétend nous protéger entièrement des saisons, de la faim, de l'effort, de l'inconfort, de la maladie, de la mort ou de notre propre animalité. Bien sûr, il ne s'agit pas de refuser la médecine, la technique, les villes ou le confort. Il ne s'agit pas davantage de prétendre que tout ce qui est naturel serait forcément bon. Il s'agit simplement de rester vigilant chaque fois qu'un mode de vie, un discours ou une technologie nous présente notre dépendance au vivant comme une faiblesse dont il faudrait nous débarrasser. Car la reconnexion à la nature que beaucoup recherchent ne consiste peut-être pas seulement à marcher davantage en forêt, à dormir sous une tente ou à contempler un paysage. Elle commence peut-être par une prise de conscience plus fondamentale. Nous ne sommes pas des visiteurs dans la nature. Nous sommes l'un de ces éléments. Notre corps est un milieu vivant. Notre respiration dépend des plantes, notre alimentation dépend des sols, de l'eau, des animaux, des champignons et des bactéries. Notre sommeil dépend encore de l'alternance du jour et de la nuit. Se reconnecter au vivant, ce serait donc aussi refuser les murs intellectuels que nous dressons entre nous, les animaux, les plantes et les milieux qui nous rendent possibles. Enfin, la troisième invitation serait d'abandonner l'idée d'une innocence complète. Vivre, c'est forcément transformer d'autres formes de vie, qu'on soit humain ou non. Manger une plante ou un animal, construire une maison, un nid ou un terrier, chauffer une pièce, cultiver un champ, tout cela produit des conséquences. Et nous ne sommes pas les seuls à modifier notre environnement. Certaines fourmis, par exemple, pratiquent elles aussi une forme d'élevage. Elles élèvent et nourrissent des pucerons et les déplacent parfois afin d'en récolter le miella. La question n'est donc pas comment vivre sans jamais rien détruire. Une telle vie n'existe pas. La question serait plutôt quelle relation voulons-nous entretenir avec les êtres et les milieux dont nous dépendons ? Qu'est-ce que nous prélevons ? Qu'est-ce que nous gaspillons ? Quelles souffrances pouvons-nous éviter ? Quelles limites acceptons-nous ? Et que sommes-nous capables de connaître, de respecter, de protéger et parfois de rendre ? Tout cela rejoint profondément la philosophie néo-chasseur-cueilleur. Le but n'est pas de retourner dans la nature, puisque nous n'en sommes jamais sortis. Le but serait plutôt de nous rappeler quel type d'animal nous sommes, de quel cycle nous dépendons et avec quels autres êtres nous partageons le monde. Peut-être que la nature, au fond, n'est pas une chose, c'est une frontière
que notre culture a tracé. D'un côté, nous, de l'autre, tout le reste. Les sociétés étudiées par Descola et Stepanov ne nous donnent pas un modèle qu'il faudrait imiter. Elles nous montrent simplement que cette frontière n'est ni universelle, ni obligatoire, qu'on peut la tracer autrement, et parfois même ne pas la tracer du tout. Alors, la prochaine fois que vous direz « je vais dans la nature », posez-vous une petite question. Où étiez-vous juste avant ? Peut-être que vous n'êtes pas en train d'entrer dans la nature. Peut-être que vous changez simplement de milieu, de rythme et de voisin. Voilà, si cet épisode vous a plu, faites-le savoir. Donnez-lui 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un like sur YouTube. Dites-le en commentaire et partagez avec moi vos réflexions ou vos inspirations. Et partagez cet épisode avec les membres de votre clan. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références évoquées dans cet épisode dans la description. Encore merci d'être fidèle au rendez-vous et d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.